Eh bien, ce soir, nous sommes vraiment très, très contents, plus que ça même, d'accueillir Amandine Gay, ici. Oui, normalement, il est allumé. Oui. Bonsoir, Amandine. Bonsoir. Ça va? Bon, je suis pas super mal polie, c'est juste que je fais des partages sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'ai mon téléphone. Je veux juste que vous sachiez ça, vu que je suis tout le temps comme ça en train de vous filmer toutes et tous. Bah merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir, ça me fait très plaisir. Ça sera ma dernière projection débat avant un long moment parce que ça fait 2 ans et demi que je suis sur la route avec ce film et je l'aime beaucoup, mais aussi là je suis très contente qu'il vole de ses propres ailes et qu'il fasse sa vie parce que ça va être bien de passer au prochain projet. Et donc ouais, je suis très contente d'être là. Un élève m'a demandé cet après-midi pourquoi j'étais venue à Billon avec un air un peu étonné, pourquoi j'étais venue parler avec eux et pourquoi j'étais venue à Billon. Et je lui dis que moi j'ai grandi à la campagne et donc du coup je sais que voilà, c'est important aussi de ne pas faire des choses qu'en banlieue ou dans les grandes villes. Et du coup je trouve ça chouette que finalement ma dernière projection de débat ce soit ici. Donc en tout cas, bon, je vais sûrement en faire d'autres plus tard, mais là c'est la dernière pour un bon moment, donc merci de m'avoir invité. Et puis c'est à peu près tout ce que je vous dirai là avant le début du film, puisque comme il est quand même relativement long, si on va avoir du temps pour discuter à l'issue du film, je vais pas vous le présenter pendant un quart d'heure, je vais plutôt garder du temps pour que vous ayez des questions après. Voilà, donc merci d'être là. Et puis, je vais aussi sortir, encore une fois, hein, ce n'est pas que je suis mal poli, mais je l'ai beaucoup vu. Donc, je fais autre chose pendant la projection, j'envoie des mails, etc. Et puis, je reviendrai quand ce sera terminé. Donc, je vous souhaite un bon film et puis je vous dis à tout à l'heure. Très bonne projection. Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... on aimerait tous l'avoir, mais bon. Si t'es noir, tu dois en faire 2 fois plus. Je voulais avoir les cheveux qui volaient au vent. Un film avec que des noirs, c'est du communautarisme, alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film. Mais vous venez d'où? Être solide et être debout, ça ne veut pas dire être insensible et être déshumanisé. On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement. Merci beaucoup. C'est à vous, hein. La parole est à vous, ma foi. J'espère que vous avez des questions. Et il y a un micro qui circule, donc voilà, levez votre main et puis c'est parti. Il y a des mains ici. C'est très très intéressant. En premier, j'ai remarqué, je suis arrivée un tout petit peu en retard et j'ai remarqué ce terme au départ indiqué afro-européen. Oui. J'ai été assez séduite par ce terme-là. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui est très positif. Il y a autre chose, il y a des choses qui m'ont choquée aussi. Des personnes ont fait appel au terme race et au fait de vouloir faire des statistiques de type ethnique. Ça, c'est quelque chose qui me heurte profondément. Et la conception du film vise à filmer des gens qui sont qualifiés de noirs. J'ai pour moi référence de regarder des personnes au travers de ce qu'elles sont. Romain Rolland était français, Stéphane Zweig parlait l'allemand. Ils se sont rencontrés pendant la pendant la Première Guerre mondiale, au travers de leur correspondance, et ils se sont reconnus en tant qu'écrivains, dans une période qui était conflictuelle, et ils se sont retrouvés sur un terrain neutre en Suisse, à Genève. Donc je pense qu'il convient de regarder des personnes au travers de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, sportives, poètes, cinéastes, écrivains, hommes politiques, voilà, bien plus loin que ce fait d'être dessinées, décrites, personnalisées au travers d'une couleur de peau. Voilà, elles ne sont pas noires, elles sont d'origine congolaise, sénégalaise, pour moi, voilà, mais pas blanche,
parce qu'on peut être blanc et français, blanc et allemand, blanc et suisse, blanc et italien. Voilà. Merci. Alors cela me rappelle que je mets normalement des règles de prise de parole. Et là, j'ai oublié de le faire parce que j'ai pas le temps et que j'ai un peu oublié. La première règle, c'est que vous pouvez poser une question ou faire un commentaire, mais évitez de mélanger tout ensemble et qu'à la fin, il y ait 3 questions ou 3 commentaires. La deuxième règle, c'est 1 minute de prise de parole par personne. Si ça vous semble court, n'oubliez pas qu'1 minute de silence, c'est très long. Eh bien, c'est parole quand on parle. Et la troisième règle, c'est normalement de laisser la priorité aux personnes qui ont moins la parole dans l'espace public en règle générale, c'est-à-dire les personnes non blanches, les personnes en situation de handicap, les personnes queer, etc. etc. Bon, j'ai raté ma première intervention en donnant les règles, mais je les donne maintenant. Votre intervention est très intéressante à plusieurs niveaux. La première, c'est qu'effectivement, il y a un souci en termes de vocabulaire en France. Un certain nombre de termes n'ont pas été redéfinis dans le contexte francophone. Ça fait 30 à 40 ans que dans le monde anglo-saxon existe une discipline qui s'appelle Critical Race Theory, donc théorie critique de la race. Et donc la race, dans le monde universitaire, on va dire mondial, en dehors de la France, est un concept qui concerne la construction sociale, historique, économique d'une catégorie donnée. Puisque quand on regarde les personnes noires, moi par exemple je ne suis pas noire, ma couleur c'est marron, ma couleur de peau. Donc c'est en ça que la race est une catégorie sociale, c'est une construction sociale et historique, de la même façon que les blancs ne sont pas blancs, vous êtes, je sais pas, beige, rouge, dépend vraiment des moments, mais vous n'êtes pas blanc, hein, c'est pas la même chose. Donc quand on parle de race, on parle de construction sociale. Donc bien entendu, la race en tant que définition du XVIIIe siècle, qui vise à catégoriser certains êtres humains comme étant des sous-êtres humains, bien entendu, c'est pas ça dont on parle. Quand les gens comme moi ou les gens qui sont dans le film parlent de la race, ce dont on parle, c'est la construction sociale et historique qui fait qu'aujourd'hui en France, un homme noir a 5 à 8 fois plus de chances d'être contrôlé par la police qu'un homme blanc. Et c'est à ce moment-là que la question de la poésie ou des rencontres entre êtres humains n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il y a une structure, il y a du racisme systémique. Il y a des personnes qui ont les moyens d'empêcher l'accès à l'emploi à d'autres personnes. Il y a les personnes qui ont les moyens d'empêcher l'accès au logement à d'autres personnes. Et en France, qui est un pays majoritairement blanc, les personnes qui ont les moyens d'empêcher l'accès à l'emploi et au logement aux personnes non blanches, ce sont les blancs. Et donc là, on n'est plus dans une question de poésie entre Stefan Zweig et une autre personne. On est dans une question de qui a accès à quoi, et on est dans une question donc de ressources, donc de capital économique, puisqu'en fait, une grande partie des Noirs et des Arabes en France, par exemple, ne sont pas propriétaires. Et même des Blancs qui se revendiquent, par exemple, de l'extrême gauche, sont propriétaires. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu souvent. Souvent, on me dit, oui, effectivement, les filles qui sont dans le film sont très dotées en capital culturel. Et donc, on fait équivaloir ça au capital économique. On me dit, oui, mais vous avez pris que des filles qui viennent de milieux bourgeois, ça se voit, elles ont fait des études. Alors ça, c'est problématique. Parce que ça voudrait dire déjà qu'il n'y a que les bourgeois qui sont capables de réfléchir sur leur situation. C'est une réflexion qui est extrêmement classiste. C'est très, très problématique de penser ça. Il se trouve que dans ce film, la grande majorité des femmes qui apparaissent sont des filles d'immigrés, enfin c'est des filles d'immigrés quoi. C'est des filles françaises de première génération qui ont grandi dans la grande majorité en région parisienne, parce que moi, pour pouvoir recruter des gens, j'ai recruté les gens qui étaient devant moi parce que j'avais pas les moyens d'aller en dehors de la région parisienne, parce que c'est un film qui est fait avec mes propres moyens. Donc en fait, on est face à une population qui n'est pas dotée en capital économique, qui est juste dotée en capital culturel. Et donc ça, c'est une autre chose aussi dont il faut prendre conscience, c'est que quand on parle des Blancs, on ne parle pas juste d'une catégorie, on va dire, d'un phénotype, hein, donc des personnes beiges ou rouges, ou peu importe en fonction de l'état du moment, mais on parle d'une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Blanc en France aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'être Blanc à La Rochelle, à Bordeaux, à Nantes? Et donc d'appartenir aussi, pour beaucoup de Blancs, de Bordeaux, La Rochelle et Nantes, à la classe moyenne supérieure, et être issu d'une ville qui a fait sa richesse sur le commerce triangulaire, plus exactement sur la traite négrière des Noirs et sur le génocide des Noirs pendant un certain nombre de siècles. Et là, on n'est pas seulement dans l'idée de se dire « bah voilà, lui c'est un bourgeois de Bordeaux ». La question, c'est intéressant de savoir si ses arrière-grands-parents étaient propriétaires d'esclaves. Et ça, c'est une autre chose qui est intéressante dans le contexte français, c'est que c'est aussi proche que ça. Moi, j'avais un patron quand j'étais à Paris et que je bossais dans un bar, qui était un Antillais. Son grand-père était né avec un numéro et pas avec un nom. C'est aussi proche que ça, l'histoire de l'esclavage en France. Et donc, du coup, moi, j'aime la poésie. Et souvent, en France, on se perd. Par exemple, on admire Glissant, on admire des auteurs comme ça, en se disant, quand ces gens-là parlent de créolité, quand ils parlent de dépasser, effectivement, les questions raciales ou dépasser le trauma, hein, Glissant, c'est aussi la poésie de la résilience. Quand on se focalise que sur la résilience, on oublie les structures.
Alors après, il faut dire la vérité, ou en tout cas qui on est. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une militance plutôt anticapitaliste. Donc c'est difficile pour moi de me limiter à la poésie. J'aime la poésie et je suis d'accord. L'objectif final, c'est bien entendu qu'on soit tous des êtres humains. Et moi, si j'étais pas dans la société dans laquelle je suis, je me définirais pas forcément par rapport à mon genre ou par rapport à mon appartenance raciale. Mais si moi, demain, je décide de sortir dans la rue et que, en fait, je suis pas une femme noire, si moi je suis là et je dis mais non, mais moi je suis un être humain, alors du coup tout va se passer pour moi comme si j'étais un autre être humain, par exemple un homme blanc bourgeois. Mon expérience sociale va être très différente de cet homme blanc bourgeois. Donc si je veux comprendre ce qui m'arrive, je dois comprendre les catégories raciales et je dois comprendre comment elles sont construites, parce que je ne peux pas juste me situer dans le niveau des idées ou de l'utopie. Ça, c'est un gros débat qu'on a, hein, et qu'on a aussi entre Noirs, sur la question de l'utopie. Et c'est pour ça que j'en reviens à Glissant. Il y a beaucoup de personnes noires qui sont très attachées à Glissant et à la question post-raciale, hein, se penser au-delà des questions raciales, se penser au-delà des catégories de blanc et de noir. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que si un noir en banlieue parisienne décide de se penser au-delà d'une catégorie, il va quand même se faire choper par la police en bas de chez lui. Et alors, il peut aimer la poésie, il peut aimer Édouard Glissant, mais il va finir en garde à vue pareil. Donc peut-être qu'à ce moment-là, la poésie ne lui est pas hyper utile. Et donc la question pour moi, c'est est-ce qu'on est en mesure de réconcilier les deux? C'est-à-dire que c'est pas impossible d'aimer la poésie, c'est pas impossible d'aller vers une utopie. Moi, par exemple, c'est ce qui m'anime. Si j'étais pas quelqu'un de positif et qui se dit pas d'une certaine manière que ça peut être mieux, moi je pense que je mourrais et que ce sera quand même toujours des sociétés occidentales très racistes, patriarcales, capitalistes, etc. Mais j'aurais fait de mon mieux pour que ça s'améliore à mon petit niveau. Mais bien sûr que l'objectif de long terme, c'est que les catégories disparaissent. Simplement, pour moi, on ne peut pas agir sur le monde en partant de l'utopie. On doit essayer d'agir sur le monde en partant de là où il est. Et là, on en revient au sujet des statistiques ethniques. C'est qu'effectivement, il y a un trauma national. Alors, je suis désolée pour Catherine qui a entendu ça cet après-midi avec les élèves du collège. Hein, en France, on a un problème avec les statistiques ethniques qui est un problème historique. La seule fois où on a conduit des statistiques ethniques en France, c'était le fichier Tulard. Et donc, c'est le fichier qui a permis de localiser et de quantifier les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la seule fois où il y a eu des statistiques ethniques, c'était pour aider à favoriser un génocide en France. Bien entendu, ça s'appelle un trauma national, et bien entendu, plus personne n'a jamais envie de toucher aux statistiques ethniques. Mais le problème, ce ne sont pas les statistiques ethniques en elles-mêmes. Le problème, c'est la finalité, c'est ce à quoi on les destine. Si l'objectif, c'est effectivement d'exterminer une partie de la population, alors là, les statistiques ethniques, c'est pas bien, on est d'accord. Mais si l'objectif, c'est de mettre en place des mesures correctrices d'inégalité, alors là, les statistiques ethniques, c'est ce dont on a besoin pour savoir ce qui se passe dans la société à un instant T, par exemple 2019, et pour ensuite se dire « Ah ben oui, on se rend compte qu'à diplôme égal, les femmes noires, ou les hommes arabes, ou les femmes asiatiques, ou les personnes en situation de handicap vont être employées 28% de moins que les personnes blanches ou que les personnes valides, etc. Et à partir de là, on va se dire qu'est-ce qu'on met en place comme mesure correctrice d'inégalité pour faire en sorte qu'à diplôme égal, les personnes soient employées de façon égale, soient rémunérées de façon égale. Donc le problème, encore une fois, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique, c'est l'application. Et je dirais que pour moi, l'autre problème de la France, c'est qu'on est tout le temps dans le monde des idées. Alors, autre chose que je dois divulguer, c'est que je suis en train d'immigrer vers le Canada, donc moi, je préfère les pays anglo-saxons. C'est pas qu'ils sont parfaits, mais je préfère la logique qui consiste à être pragmatique et à regarder la société telle qu'elle est et à essayer de l'améliorer telle qu'elle est. Et donc, du coup, on ne parle pas des idées, on parle des faits et on essaye d'aller vers des idéaux. En France, c'est le contraire. On a plein d'idéaux. Liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, etc. Puis quand on arrive au concret, à la praticité, là, il n'y a plus personne, en fait. Moi, j'adore liberté, égalité, fraternité, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour atteindre ces idéaux-là? Où sont les lois antidiscrimination? Où sont les lois pour favoriser vraiment la fin des violences faites aux femmes, etc., etc. C'est là qu'il y a un souci. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment aussi un travail à faire sur soi, de se demander si on s'adresse au monde réel ou si on s'adresse à une société idéale et rêvée. Et moi, j'ai plein d'idéaux et plein de rêves, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on change la société. Je pense que le changement social, il vient, encore une fois, de mesures très concrètes, de comptages très pratiques, et puis de mesures correctrices d'inégalité. Et donc ça, après, c'est des postures aussi, on va dire, politiques, de est-ce qu'on s'intéresse à la structure ou est-ce qu'on s'intéresse à l'individu? Parce que dans la notion aussi de on peut dépasser les catégories blanc, noir, etc., il y a quelque chose de très individualiste. C'est moi, par exemple, c'est comme quand on veut, on peut réussir. Donc on peut réussir. Donc si on est né pauvre, on peut devenir riche. Voilà, il suffit de le vouloir assez fort. Quand on est né noir, on peut ne pas souffrir du racisme. Il suffit de le vouloir assez fort.
Ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que ça met aussi la responsabilité des inégalités sur les personnes qui sont discriminées. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est acceptable, parce que du coup, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. La majorité des enfants d'ouvriers seront ouvriers par la suite. Hein, ils iront pas dans les grandes écoles. Et c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui sont en place qui font que les enfants d'ouvriers, dans la grande majorité, ne vont pas faire des grandes écoles. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre la responsabilité sur les individus. Sinon, on en revient effectivement à la société de droit divin. On est bien né parce que Dieu l'a voulu. Et donc, alors soit on est en haut et tant mieux pour soi, soit en fait, on est en bas et il faut juste lutter pour aller avancer et arriver mieux. Et donc je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a plein de discours qui se développent aujourd'hui dont on ne se rend pas compte qui sont des nouvelles versions de choses qui ont existé il y a très longtemps. Et donc cet individualisme aussi féroce dans l'idée de on peut soi-même être une autre personne, etc., ou dépasser les catégories sociales, c'est faux. On vit en société. Donc si on vit en société, on ne peut pas dépasser les catégories sociales juste avec sa puissance, de sa volonté. Et moi, je le sais, parce que je suis l'archétype de la personne qui pourrait être présentée comme le « quand on veut, on peut ». Moi, je suis l'histoire parfaite pour ça. Je suis née sous X, je suis noire, je suis pansexuelle, je viens d'un milieu plutôt défavorisé. Moi, je pourrais tenir ce discours. Vous voyez bien que quand on est une femme noire en France, on peut faire des films, hein, et que c'est pas si difficile, et que quand on veut, on peut dépasser la catégorie raciale. Parce que c'est vrai qu'à la fin, moi, j'ai quand même pas mal de privilèges pour une femme noire. Et moi, je peux pas tenir ce discours, parce que si je tiens ce discours, ça veut dire que toutes les autres personnes noires derrière moi, si elles sont dans la merde, c'est parce qu'elles voulaient pas assez fort s'en sortir. Et c'est pas vrai. Si moi je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi dans une famille blanche. C'est parce que certes, mes parents, c'est des enfants d'ouvriers, mais ma mère, elle était institutrice. Et mes parents, ils sont propriétaires. Et ma mère, c'est la première de sa famille à avoir été au collège et qui est ensuite devenue institutrice. Et c'est pour ça qu'elle m'a poussée. C'est pour ça que moi, je suis la première de la famille à avoir fait une grande école. Donc, toute cette question du réseau, toute cette question de mon parcours, je peux soit le raconter. Effectivement, c'est plus valorisant en plus. Hein. Je me suis faite toute seule. Moi, je viens de la campagne, je viens d'un milieu défavorisé, et puis tac, je suis une réalisatrice parce que je l'ai voulu assez fort. C'est plus valorisant. En fait, si. Et du coup, et c'est pour ça, en fait. Moi, je suis aussi pour éviter qu'on ait des débats un à un. Mais en fait, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que derrière certaines phrases et certaines prises de parole ou certaines postures, finalement, ce qu'on transmet, c'est un certain nombre de rhétoriques qui sont très à la mode aujourd'hui. Et donc la question de pouvoir dépasser la catégorisation sociale parce qu'on se rend compte entre êtres humains, etc., bien sûr, oui, c'est possible. Parfois, on peut rencontrer un autre être humain qui va être une personne qui est beaucoup plus privilégiée que nous et on va développer un rapport les uns avec les autres. Mais ça n'empêche pas. Et c'est pour ça que je vous dis, l'utopie, c'est une chose, mais en fait, l'utopie est une chose, et les moyens de lutter pour acquérir le changement social et l'égalité, c'est autre chose. Mais après, il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, et donc du coup, il faut les laisser parler, parce que c'est comme ça, c'est le jeu. Oui, c'est moi la réalisatrice, c'est moi qui parle, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de... Bonsoir, je vais faire hyper rapide. Mon privilège blanc te remercie infiniment d'avoir monté et réalisé ce film parce que, à défaut de m'être pris une énorme claque dans la gueule, si c'est ça, mais j'en avais besoin. Donc pour le coup, ça fait le truc à l'envers. Ça confirme le fait que je suis blanche et que je ne le savais pas et que donc j'ai des privilèges et que donc je vais pouvoir m'en servir pour d'autres que moi. Et voilà. Et merci d'avoir mis Sharon, Laura et toutes les autres et de les entendre pour de vrai. C'est très cool. Et merci de m'avoir retweeté aussi. Merci d'être venu. Est-ce que c'est toi qui as fait le covoiturage? Voilà. Et en plus, sauver la planète, c'est bien. C'est déjà ça de prix. Bon, moi, c'est juste un petit témoignage. Donc, moi, je suis mariée depuis pas très longtemps avec une femme noire. Et donc, grâce à ça, j'ai pu découvrir plein de choses, comme ce que tu exposes dans le film. Donc, on est privilégié ce soir, comme vient d'être dit, de pouvoir écouter sans commenter, sans faire des... Voilà, expliquer que non, c'est pas comme ça, mais que tu es trop sensible, qu'il est machin et tout ça. Et donc, de pouvoir vraiment percevoir jusqu'où ça va, ce racisme qui est permanent. Et moi, donc, je l'ai découvert aussi en étant en contact permanent avec une autre personne qui est noire. Et que c'est difficile parce qu'on a ancré ce racisme, il est ancré en nous, en fait, hein, parce qu'on a tous été éduqués dans cette société-là, qui a été marquée par ce racisme depuis notre histoire coloniale. Donc la première chose, c'est de réussir à comprendre, nous aussi, en tant que Blancs, qu'on porte ça,
et qu'on le porte bien profond, et que les personnes noires aussi le portent. Et pour moi, la question, c'est comment on arrive à évoluer ensemble, comment on arrive à changer, c'est ça le plus important. Enfin, d'en prendre conscience qu'il y a vraiment un problème, et puis après de voir comment on peut changer, comment on peut faire évoluer, comment on arrive à sensibiliser tout le monde pour pouvoir évoluer. Donc ce film, je trouve que c'est génial, parce que ça nous oblige à être tranquille, et puis à écouter, déjà. Mais après, qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place? Qu'est-ce qui s'est passé au collège? Voilà, moi, ça m'intéresse, en fait. Je travaille là-dessus sur l'alimentation. Moi, c'est un autre domaine, mais on fait ça sur l'alimentation. Et donc, ça m'intéresse de savoir comment, concrètement, on arrive à choper, entre autres, les jeunes. Voilà, d'autres stratégies que les films pour faire évoluer les choses. Bah, moi, je dirais que les jeunes, c'est toujours le public le plus facile. C'est ceux qui sont le plus ouverts d'esprit. Donc, c'est pas difficile. Enfin, je veux dire, les endroits où les discussions sont les plus intéressantes, c'est toujours au collège ou au lycée. C'est toujours les projections, en tout cas, les discussions avec les étudiants, c'est toujours ce qui est le plus intéressant parce que c'est le groupe qui est le plus proche de bouger. C'est pas lié aux questions raciales. Plus on vieillit et plus c'est difficile, généralement, d'accepter d'être déplacé dans ce qu'on croit être bon, ce qu'on croit être vrai, etc. Donc, ça s'est très bien passé. C'était super. Ils sont curieux, ils ont des questions. Et je dirais que même si, en fait, ce à quoi on peut mesurer qu'un groupe de collégiens est intéressé, c'est quand ils sont calmes et qu'ils écoutent. Et donc, du coup, à partir du moment où moi, je peux passer 2 heures avec une classe et que ça bronche quasiment pas et qu'ils posent leurs questions, ou même s'ils n'ont pas des masses de questions, ils écoutent tout ce que je dis et ils sont là et ils sont présents, ben voilà, ils écoutent, ils sont ouverts. C'est l'âge où on apprend, c'est l'âge où on découvre des choses. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis, moi, c'est les interventions que je préfère faire. Je veux dire, là, j'ai fait plus d'une centaine de projections débats et de loin, je préfère travailler avec les plus jeunes, de loin. C'est ce qui est le plus gratifiant et c'est ce qui est ce qui est le plus amusant aussi. Et puis aussi parce qu'ils n'ont pas de filtre. Donc ils vont dire tout ce qu'ils pensent. Enfin, je sais pas, même en particulier les projections après le film. Moi, j'ai beaucoup ri. Et puis bon, en particulier en région parisienne, il y a des moments qui sont très drôles, puis aussi qui sont très touchants. Par exemple, moi, j'ai souvent eu des jeunes garçons noirs en banlieue parisienne qui me disaient « Mais alors, ça veut dire quoi, madame? C'est-à-dire quand on est noir, on est des victimes ?» Parce que c'est très rare, en fait, pour des jeunes personnes noires, de voir des personnes noires vulnérables à l'écran. Dans ce film, c'est un grand moment de révélation de la vulnérabilité des femmes qui ont pris la parole. Les personnes noires font jamais ça en public. Aux États-Unis, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi les femmes pleuraient pas dans le film. Et je leur disais, mais vous vous rendez pas compte qu'à cette étape de l'histoire en France, déjà que des femmes noires racontent des histoires traumatiques en public et qu'elles racontent qu'elles ont souffert et que ça a été dur pour elles, c'est tellement énorme. Si en plus j'avais mis des moments où elles pleurent et tout, ça en aurait été trop en fait. Personne n'est prêt pour ça. Et pour moi, ça c'est l'autre sujet. Donc par exemple, j'ai aimé que les garçons noirs soient ceux qui réagissent le plus au film sur la question de est-ce qu'on peut être sensible, et ce que dit Rachel à la fin, qu'on peut être fort sans être déshumanisé, hein, qu'on a le droit d'avoir des émotions, et ça ne veut pas dire qu'on est des victimes. On a le droit de dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour nous dans la société, et c'est pas grave, ça ne fait pas de nous des perdants. Mais c'est sûr que c'est difficile d'appartenir au groupe minoritaire, parce que notre histoire, c'est l'histoire des perdants. C'est pas cool d'appartenir à l'histoire de l'esclavage, plus l'histoire de la colonisation. Il n'y a pas grand-chose d'héroïque là-dedans. Et pourtant, il y a eu des révoltes d'esclaves. Pourtant, il y a eu des moments de résistance, etc. Mais c'est une histoire de la violence. Et c'est une histoire de la violence du côté dont les gens comme moi sont du côté qui se prend le fouet. Mais ce dont on ne parle jamais en France, c'est qu'il y a un côté qui donne le fouet. Et c'est ça qui est difficile, c'est que pour moi, il ne peut pas y avoir, c'est exactement ce qui s'est passé par exemple en Afrique du Sud, c'est qu'on ne peut pas aller de l'avant si on ne parle pas de ce qui s'est passé. Donc il faut qu'il y ait des commissions de réconciliation, et déjà avant la commission de réconciliation, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Et ça aussi, c'est très particulier, et vous l'avez très bien dit, c'est que la question, c'est le pouvoir du cinéma. Ce film, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de beaucoup de Blancs en France qu'ils vont écouter des femmes noires pendant 2 heures sans leur couper la parole. Et ça n'arrive jamais, quasiment. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi très difficile pour les personnes blanches d'accepter ça, d'accepter que des femmes noires aient la parole et qu'on ne puisse pas les interrompre. Ça n'arrive jamais, c'est impossible. Et ça crée une espèce de réaction viscérale chez certaines personnes, pas tout le temps, mais parfois, souvent. Donc du coup, ça c'est la première étape. On est très très loin, on a 30, 40 ans de retard sur la conversation sur les questions raciales en France, par rapport à l'Angleterre, par rapport aux États-Unis, par rapport au Brésil. On voit Jair Bolsonaro aujourd'hui en se disant c'est un méga fasciste, etc. Mais l'état des conversations sur les questions raciales au Brésil sont bien plus avancées qu'en France. Hein, et aussi la possibilité de s'organiser en tant que personne noire.
Il y a un institut des femmes noires, Geledes, Instituto de Mujeres Negras, ça existe depuis les années 70 au Brésil. Mais le jour où on peut avoir un institut des femmes noires en France, où on fait des études sur ce que sont les femmes noires, sur les féminismes noirs, etc., là, on aura vraiment bougé. Mais là, à ce stade, c'est déjà difficile de convaincre les gens d'utiliser le mot noir à la place du mot black, de comprendre que race est une construction sociale, historique, économique, etc., d'accepter que blanc, eh ben, si on dit noir, on doit pouvoir dire blanc. Et bien sûr que ça fait jamais plaisir d'être mis dans une catégorie. Hein, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de résistance en France vis-à-vis du terme blanc. Parce qu'effectivement, c'est ça que fait le racisme. Le racisme, c'est qu'on vous enlève votre individualité, on vous enlève votre humanité, on vous réduit à une catégorie. Les minoritaires ont l'habitude de ça. Alors c'est le racisme, mais ça marche avec l'homophobie, ça marche avec le validisme, ça marche avec toutes les personnes qui ne sont pas la norme. Avec le sexisme, etc. Ça marche avec tout ce qui n'est pas la norme ou le pouvoir. Et ceux qu'on ne révèle jamais, ben, c'est ceux qui sont du côté de la norme et du pouvoir. Donc on va dire les femmes, on va dire les noirs, on va dire les handicapés, etc. Au lieu de dire bon, les personnes en situation de handicap, ça c'est encore un autre sujet, mais on va dire toutes ces choses-là. Mais on va rarement dire les hommes blancs bourgeois. Et quand on dit ça, là tout le monde se crispe un peu. Mais parce que ça c'est la dénomination du pouvoir et de la norme. La norme c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui ne se nomme pas. Et donc pour moi la première étape c'est de briser les tabous. Et c'est le titre de ce film, c'est ouvrir la voie. Mais en France, on en est au stade de commencer la conversation. Et souvent, du coup, tout le monde, après, voudrait savoir comment est-ce qu'on va régler les choses. Mais déjà, on va en parler. Et puis, on va en parler pendant plus longtemps que dans une projection, pendant 1 heure, après la projection, etc. Parce que ce n'est pas 1 heure qui vont venir déconstruire 400 ans d'histoire de la violence en ce qui concerne les Noirs, par exemple. 400 ans d'histoire de la violence sur les Noirs en France. Ça va prendre un peu plus qu'une conversation ou qu'un film. Donc c'est sur le temps long aussi, mais ça commence maintenant en fait. Ça commence avec les réseaux sociaux, ça commence avec la possibilité pour les minoritaires et les femmes et les personnes transgenres, etc., de se faire entendre parce qu'on n'est plus obligé de passer par des canaux institutionnels pour se faire entendre. Avant, c'était impossible d'être publié en autopublication, il n'y avait pas l'édition numérique. Donc, par exemple, des mouvements de lutte des femmes noires, les mouvements féministes des années 70, comme la coordination des femmes noires, etc., il ne reste quasiment rien. Il reste quelques photos, il reste quelques bulletins de la coordination des femmes noires, et il reste un recueil de poésie qui s'appelle La parole aux négresses. C'est tout ce qui reste. Hein, si on regarde aux États-Unis, à partir des années 80, il y a une pléthore de livres afroféministes qui sont publiés. Bell Hooks, Angela Davis, je sais pas, il y en a vraiment, il y en a plein. Et ces femmes-là sont des professeurs d'université en poste. Donc ça fait 30-40 ans qu'elles développent des théories, qu'elles sont installées, qu'elles sont institutionnalisées. Nous, on est au stade où des femmes noires en ce moment publient des livres en français sur ce que c'est qu'être une femme noire en France, où des femmes noires sortent des films en français sur ce que c'est qu'être une femme noire en France et sur l'histoire des femmes noires en France, etc. Donc on a 40 ans de retard. Donc on va rattraper notre retard, mais voilà, c'est beaucoup de conversations, c'est beaucoup de production scientifique, c'est beaucoup de production artistique pour arriver à avancer sur ces questions-là. Oui, je voudrais dire quelque chose sur le contexte français. Au milieu du 19e siècle, il n'y avait pas la moitié des Français qui parlaient français. C'est-à-dire il y avait des populations avec leur langue. On appelle ça le patois par mépris, mais ce n'est pas très juste de parler. Donc il y avait la langue occitane, il y avait le basque, il y avait les Bretons, les Alsaciens, etc. Et la population parlait le langage de son petit pays. Hein, voilà. Et il y a eu un forcing. On est tous passés au français au pas de charge. Hein. Et donc il y a un passif là qui serait intéressant d'analyser avec aussi la question que vous avez posée là. Hein. La question de l'universalisme français, effectivement, elle ne s'applique pas qu'aux Noirs et aux Arabes ou aux Asiatiques. Elle s'applique à tout ce qui est minoritaire. Et c'est bien pour ça que nous, on a du mal avec tout ce qui est la logique d'une culture multiculturelle. Puisqu'en France, hein, historiquement, une des devises, c'est la République est une et indivisible. Donc on a une tradition politique française qui fait que tout ce qui est différent, tout ce qui ne rentre pas dans la République une et indivisible menace la République. Donc effectivement, les histoires de massacres et d'écrasement de population qui menacent l'unité de la nation, finalement c'est de ça dont il s'agit, ça ne concerne pas que les non-blancs, et c'est effectivement aussi antérieur, ou en tout cas parallèle à l'esclavage, parce qu'effectivement, il y a les Bretons, il y a les protestants, enfin je veux dire, il y a toute une histoire de tout ce qui ne rentre pas
dans ce qui, à un moment donné, est la norme de ce qu'est la France ou le français ou les Français, qui doit être mis au pas. Donc ça, je suis assez d'accord, mais c'est déjà fait. Bon alors, je ne sais pas si vous lisez l'anglais. Moi, j'ai publié un article à Stanford là-dessus, justement sur une histoire de la violence française, en liant les massacres de Bretons, etc., avec la question de la Shoah, avec la question de l'esclavage, en disant que si on regardait ça d'une perspective d'histoire de la violence, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui a trait à la construction de notre nation. Et qu'il va falloir apprendre aussi à déconstruire ça si on veut pouvoir aller de l'avant. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un sujet qu'on peut lier à plein d'enjeux. Et justement, moi, j'avais présenté le film à Saint-Jean-de-Luz. Donc il y avait beaucoup de Basques. Et beaucoup de Basques, on va dire, plus âgés. Et du coup, en fait, c'était super intéressant parce que la personne qui m'avait invitée était guadeloupéenne. Et donc, elle a lancé le débat sur la question de ne pas apprendre les langues régionales à ses enfants. Parce qu'elle vient d'une famille où il ne fallait pas parler créole. Et donc, du coup, on a eu tout un débat avec les Basques là-dessus, sur la question de... et c'est ce qui se passe beaucoup au Pays Basque aujourd'hui. Les gens donnent des prénoms basques à leurs enfants, enfin, en tout cas, les nouvelles générations donnent des prénoms basques à leurs enfants, leur font parler le basque, etc., quand leurs parents ou leurs grands-parents étaient dans un trauma complet vis-à-vis de la langue, parce qu'effectivement, il ne fallait pas parler le basque, il ne fallait pas être indépendantiste, etc. Donc, oui, c'est des choses sur lesquelles on peut se retrouver, peut-être dans la veine de la question que posait la dame avant vous, il y a effectivement plein d'endroits où on peut faire des ponts entre différentes communautés en France et se rendre compte qu'effectivement, on a pu vivre des choses similaires. Ça, c'est sûr. Donc oui, c'était très intéressant. Ce que vous avez dit. Bien, je ne sais pas combien il y a de noirs là dans la salle, mais bon, voilà. Voilà, je voulais vous remercier d'abord parce que vous m'avez amené à revisiter quelque chose sur lequel je travaille régulièrement. Parce que je suis universitaire sur une notion qui s'appelle le sensible. Et vous m'avez amené à la revisiter de deux manières. D'une part parce que ça fait référence à mon passé, ce que vous avez présenté dans ce film. Et puis d'autre part parce que j'ai été amené à revisiter un certain nombre de choses à travers un imaginaire qui n'est pas le mien. Donc là-dessus, c'est une construction du sensible que je n'avais pas envisagée jusqu'à présent de la sorte. Et donc ça m'a intéressé. Alors, simplement pour alimenter le débat, deux ou trois... point que j'ai noté dans ce film. Ce n'est pas la première fois que je le voyais, pour être très honnête. Le premier, concerne en fait la place de ce que vous représentez de ce que les personnages ou les personnes qui sont ici considèrent comme étant quelque part dans la construction d'un parcours. L'école de commerce revient à plusieurs reprises, l'école d'ingénieur. On a cette institution, l'université en tant que telle, qui rassemble quand même et qui essaie de faire le grand écart et qui accompagne beaucoup dans la formation. Et donc, il ne faudrait pas que l'on puisse associer à certains moments uniquement le parcours de réussite par rapport à des écoles d'ingénieurs et des parcours d'écoles de commerce. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la question du genre, vous la posez très bien, elle est très bien abordée. Et effectivement, on comprend tout l'intérêt d'avoir une attitude telle que celle que vous avez prise pour pouvoir présenter les choses. Malgré tout, quelle peut être la représentation de l'homme noir dans la société telle qu'elle existe à l'heure actuelle? Troisième chose, et c'est un point, à mon avis, d'ancrage dans la société, et je terminerai là-dessus, c'est sur la laïcité. La représentation religieuse a été bien démontrée. Par contre, la place de la laïcité par rapport à tout ça. Alors, je commencerai par la fin. La laïcité n'est pas l'absence de religion dans la société. Donc, du coup, pour moi, ce qui était intéressant, c'était justement d'amener l'expertise de ces personnes qui sont croyantes dans une société où on a un gros problème avec la croyance. Parce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui en France, c'est pas la laïcité. La laïcité n'est pas censée être menacée par des gens qui ont leur religion. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a aujourd'hui une religion qui est visible, qui n'est pas la religion catholique, qui est la religion qui est traditionnellement celle de la France. Et donc en fait, si on s'intéresse vraiment à la laïcité, pour moi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de tollé sur le fait que l'école des filles de la Légion d'honneur, qui est dans ma ville à Saint-Denis, a une chapelle en son sein. C'est une école non mixte de filles. Et je ne vois personne monter sur leurs grands chevaux en disant « Mon Dieu, pourquoi y a-t-il une chapelle au sein d'une école publique non mixte ?» Alors là, il n'y a pas d'école publique non mixte en France en dehors des écoles des filles de la Légion d'honneur, et où il est possible de s'absenter de classe pour aller prier.
Mais tout le monde s'en fout, parce que c'est pour aller prier dans une église catholique. Donc il ne s'agit pas de laïcité en France quand il y a des problèmes autour de la religion. Il s'agit d'islamophobie, qu'on s'entende bien, parce que tout le monde s'en fout de ce que font les catholiques. Et il s'en passe des choses chez les catholiques qui sont problématiques. Donc du coup, pour moi, dans le film, ce qui était important, c'était de montrer des femmes croyantes, pratiquantes, qui ont, par ailleurs, une activité politique et une réflexion politique, même si ce ne sont pas on va dire, mes références. Encore une fois, moi j'ai dit que je viens d'une tradition, on va dire, marxisto-anarchiste, donc mon avis personnel sur la question, hein, c'est ni Dieu ni maître, etc., etc. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, je suis agnostique, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas les dogmes, etc., ça ne va pas avec mon féminisme, peu importe. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que dans la société française, il y a quand même une forme de mépris des personnes croyantes et qui se cristallise sur les femmes parce que c'est toujours plus facile d'attaquer les femmes, hein, donc en particulier les femmes qui portent le voile, etc. Et ce forme de mépris sur les personnes qui sont croyantes, pour moi, elle est très problématique, surtout quand on regarde les communautés noires. Historiquement, la religion a joué un rôle central dans les luttes d'émancipation des Noirs. Qu'on regarde la figure du Christ Sauveur en Amérique latine et dans la Caraïbe, qu'on regarde l'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis qui ne se serait jamais passé s'il n'y avait pas eu le rôle des pasteurs et des églises baptistes, et puis aussi quand même après de la Nation of Islam avec Malcolm X, etc., etc. Donc, partir du principe que des personnes croyantes sont forcément aliénées, ne sont pas pour l'émancipation, etc., etc., pour moi, c'est quelque chose qui est très méprisant vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je voulais les représenter dans une démarche d'émancipation dans le film. Et pour moi, ça ne contredit absolument pas le principe de laïcité. Encore une fois, la laïcité, la loi de 1905, c'est plutôt centré sur, on va dire, une institutionnalisation de la séparation de l'Église et de l'État, et puis effectivement, comment est-ce qu'on met ça en place dans les écoles, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec la façon dont chacune pratique la religion chez lui, ou même dans l'espace public, hein. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction d'être visiblement une personne croyante dans la rue. Ce n'est pas ça la loi de 1905 non plus. Donc après, c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on voit dans laïcité. Deuxième chose, sur les hommes noirs. C'est un film afroféministe. Et il s'agit donc de mettre au centre les femmes noires. Et de la même façon que très peu de personnes blanches ont laissé parler les femmes noires pendant 2 heures sans leur couper la parole, au sein des communautés noires, on entend très rarement les femmes noires. Hein. Et souvent, justement, comme une des formes de violence d'État les plus visibles, c'est la violence policière, le groupe qui a été centré dans l'antiracisme en France et en particulier chez les Noirs, ce sont les hommes noirs. Et c'est vrai que les hommes noirs vivent un type de violence qui est très particulier, mais qui est aussi très visible. Les violences obstétriques, et justement ce qui a donné son nom à ce festival, hein, le ventre des femmes, c'est-à-dire par exemple les stérilisations forcées de femmes à La Réunion, alors pas que des Noirs, hein, des femmes aussi asiatiques, etc., dans les années 70, ça c'est complètement passé à la trappe. Et ni les mouvements antiracistes ou panafricains ne se sont intéressés à ça, donc les stérilisations forcées de femmes noires dans la Caraïbe ou à l'île de La Réunion, quand les femmes blanches militaient pour le droit à l'avortement en France métropolitaine. Ça, tout le monde n'en avait rien à foutre en fait, et les hommes noirs non plus. Donc moi c'est clair que quand à un moment donné j'ai envie de faire un film, alors déjà j'ai envie de faire un film sur un sujet que je connais et que je maîtrise. Un slogan historique du féminisme, c'est le privé et politique. Ce film repose sur le partage de l'intime, sur le partage de l'expérience intime, et donc sur la connivence que j'ai avec les personnages dans le film, parce que toutes les questions que je leur pose, elles viennent de mon expérience personnelle, et elles viennent de comment moi je l'ai ressenti. Et quand moi je les ai rencontrés pour le pré-entretien, je leur ai dit d'où venait la question, c'est-à-dire première thématique du film, le jour où je suis devenue noire. Donc je disais, moi, j'ai changé d'école à 5 ans, et on m'a dit, je te donne pas la main, t'es noire. Et puis là, on voyait si elles avaient des expériences similaires. Et puis après, je leur disais, moi, ce que je veux dire dans cette première partie du film, c'est que la race est une construction sociale. Et que si nous apprenons dès le plus jeune âge ce que ça veut dire qu'être noir, et quels sont les stigmates qui y sont attachés, est-ce que par miroir, le groupe majoritaire apprend qu'il est blanc et tous les privilèges qui sont rattachés au fait d'être blanc? La question n'est pas posée comme telle, ou rien n'est verbalisé comme tel dans cette partie-là. Mais c'est finalement ce qu'on finit par comprendre au bout d'un moment. C'est que nous, dès 3 à 5 ans, ou plus tard 8 ans, on a appris qu'on est noir et quelle est notre place dans cette société-là. Et en fait, par miroir, les Blancs apprennent aussi quelle est leur place dans cette société-là. Simplement, ils n'en ont pas conscience. Et après, je leur dis, la deuxième thématique, c'est cliché de la femme exotique. D'où ça vient? Effectivement, moi, on m'a dit des choses comme « Ah, les Noirs, vous êtes trop chaudes, etc. » Donc là, on voit si on a des expériences en commun. C'est d'ailleurs la seule question du film sur laquelle on avait toute une expérience en commun. La seule. Sur à peu près tous les sujets, il y en a qui n'avaient pas de réponse à donner ou qui n'avaient pas vécu ça comme ça, etc. Le seul endroit où on était toutes d'accord, c'est qu'on avait toutes entendu « Panthère, gazelle, féline » ou « Vous, les Noirs, vous êtes trop chaudes ». Toutes. Pas une d'entre nous, de 22 à 47 ans, au moment où le film a été tourné, n'avait jamais entendu ce genre de choses. Donc, pourquoi ça?
Bah déjà parce il faut partager ce stigmate sur les femmes noires, qu'est-ce que c'est? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, dans le film, c'est dit, à un moment donné, Annie dit, bah, il reste ce trauma colonial, etc., d'exotisation des femmes indigènes, etc., etc. Moi, elle le dit pas comme ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc ça, je peux le faire parce que je suis une femme noire. Moi, j'ai un frère qui est noir. Et je sais que mon frère, il a eu très peur la première fois, il s'est retrouvé en garde à vue à 15 ans quand il avait rien fait. Mais moi, j'ai jamais vécu cette peur-là. Je ne saurais jamais poser cette question et entretenir une connivence avec un homme noir pour lui faire parler de ce qu'il a ressenti dans son fort intérieur la première fois qu'il s'est fait choper par les flics et emmené en garde à vue alors qu'il n'avait rien fait et qu'il était petit. Moi, je ne pourrais jamais poser cette question-là comme un homme noir la poserait. Et donc, je pense que ce film aurait complètement valeur à être fait par un homme noir. Mais de toute façon, ça n'aurait jamais eu la même qualité. Et de toute façon, je voulais faire un film sur les femmes noires. Ça, c'était une chose très simple, parce que ça, c'est mon côté féministe. Et donc, c'était les femmes noires, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, la première question, le premier point, c'était sur la question de la représentation. Alors, c'est pas un film sur la réussite. C'est pas du tout ça. Et effectivement, on ne connaît pas les emplois, en tout cas le job qu'ont la plupart des filles dans le film. Dans le film, il y a plusieurs artistes. Il y en a 4-5, on les voit dans leurs performances. Il y a effectivement une qui a fait une école d'ingénieur et une qui a fait une école de commerce, mais il y a aussi celle qui explique comment ça a été difficile de retourner à faire son apprentissage et qu'elle a dû se prendre les réflexions de son patron raciste, etc. Et puis il y a celles dont on ne sait pas ce qu'elles font, dont on ne sait pas ce qu'elles font dans la vie. Pour moi, ce qui était important dans le film, c'était de montrer justement que c'était des parcours cabossés. Celle qui finit par être costumière, elle passe d'abord par un espèce de CAP secrétariat avant de pouvoir, par le biais d'une prof qui lui dit qu'elle pourrait faire autre chose, aller vers costumière. Donc c'est plutôt ça dont il s'agit dans le film. Moi, mon audience, on va dire, cible dans ce projet, c'est les jeunes filles noires. Moi, c'est le film que je considère que j'aurais eu besoin de voir quand j'avais 14-15 ans. Et ce que j'ai besoin de faire avec ce film, du coup, c'est simultanément de les prévenir d'un certain nombre de choses qui vont leur arriver, et en même temps ne pas les accabler, parce que je ne veux pas qu'une fille de 14 ans ou de 15 ans sorte du film en se disant bah alors c'est foutu, j'ai une vie de merde en France. Et donc ça, c'est un équilibre qui est très particulier à trouver, parce qu'effectivement, on ne peut pas passer du côté qui est aussi quelque chose que moi j'ai tendance à critiquer, c'est-à-dire qu'il y a une exhortation, surtout sur les réseaux sociaux en France aujourd'hui, et puis ça va justement avec la logique libérale actuelle, de l'entrepreneur noir, de l'excellence noire, etc. Et moi, c'est une chose contre laquelle je m'érige beaucoup, parce que, bien entendu, c'est pénible d'être toujours représenté comme étant des sans-papiers, des personnes qui vont ou qui sortent de prison, etc., etc. C'est pas pour ça que ces personnes font pas partie de nos communautés. Et c'est pas pour ça qu'on doit les gommer et qu'on ne peut plus parler maintenant que des entrepreneurs noirs et des noirs qui ont réussi, etc. Et sinon, les autres, ils n'ont pas le droit d'exister. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire en sorte de surtout pas faire. Mais par contre, c'est très important pour moi que des filles de 14-15 ans sachent qu'elles peuvent aller en école d'ingénieur, sachent qu'elles peuvent aller en école de commerce, sachent qu'elles ont le droit de refuser les orientations dans les filières professionnelles et techniques si elles ont les moyens de rester en général. Et donc, c'est de ça dont il s'agit dans mes choix du film. Moi, je voulais juste savoir justement comment avait été fait le casting et sur quels critères vous avez choisi les actrices. Et le critère, c'était qui veut être dedans et dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que le film a été tourné en 2014. Donc moi, je l'ai écrit en 2013, avec toutes ces thématiques-là. Première thématique, le jour où on devient noir. Deuxième thématique, cliché de la femme exotique. Troisième thématique, misogynie noire. Quatrième thématique, etc. Jusqu'à la 12e, qui à l'époque s'appelait La France, on l'aime et on la quitte, puisque moi, c'est un film que j'ai commencé au moment où j'ai décidé d'immigrer vers le Canada. En 2014, et donc encore désolée Catherine, puisque c'est la deuxième fois que je raconte ça aujourd'hui, en 2014, c'était très violent sur les réseaux sociaux. C'est le moment où les femmes noires sont arrivées dans l'espace public. Et on a commencé à avoir des blogs, à être visibles, et à donc du coup se faire attaquer très violemment. Et nos plus grands détracteurs étaient d'ailleurs souvent des jeunes hommes d'extrême gauche qui avaient vraiment du mal avec le fait que nous étions donc des extrémistes racialistes qui détournaient les gens du vrai combat qui est la lutte des classes, et que donc du coup nous devions absolument nous taire. Et le pic de ces moments très conflictuels, c'est quand en 2014, donc moi j'étais une des rares afroféministes sur Twitter à utiliser mon vrai nom. En 2014, il y avait beaucoup de femmes, et aussi parce que c'était des jeunes femmes, une bonne partie de ces personnes très actives sur les réseaux sociaux avaient entre 18 et 25 ans, elles utilisaient des pseudos. Et donc un groupe de ces mecs-là ont réussi à trouver à partir de... ont réussi à trouver leurs vraies identités, ont fait des captures d'écran de leur compte Twitter
et les ont envoyées à leurs employeurs dans l'espoir qu'elles se fassent virer. Et donc l'argument, c'était vous êtes des bourgeoises noires qui êtes là en train de parler des questions raciales, etc. Si vous étiez des vrais noirs, vous seriez pauvres et vous ne seriez pas là en train de nous embêter avec vos questions identitaires. Et donc du coup, pour bien vous prouver que la lutte des classes, c'est le vrai truc, on va essayer de vous faire perdre votre job. Donc on était là en 2014. Donc c'était très 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 violent. Quand est arrivée toute la polémique autour d'Exhibit B, alors ça je ne sais pas si vous avez suivi, c'était un spectacle qui avait été programmé à Paris, mis en scène par Brett Bailey, donc un metteur en scène sud-africain, qui était censé être un spectacle qui questionnait sur les questions raciales et l'esclavage, etc. Mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait une espèce d'installation muséale où il y avait des noirs dans des postures extrêmement dégradantes. Donc il avait remis la Vénus Hottentot, Saartjie Baartman. Donc il y avait une femme noire à moitié nue avec des grosses fesses. Il y avait des noirs qui étaient mis dans des situations comme s'ils étaient esclaves, etc., etc. Et l'idée était de questionner, mais donc de questionner un public blanc sur les violences de l'esclavage et de la colonisation. Et donc on s'est mis à manifester à plusieurs noirs. Alors il n'y avait même pas vraiment de collectif. Il y avait un collectif qui s'appelait le collectif contre Exhibit B, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient justement de cette génération-là. Blogueurs, blogueuses, personnes qui en avaient marre, qui voulaient s'exprimer. Et donc on a commencé à manifester dans les théâtres en demandant le boycott et l'arrêt de la pièce, puisqu'elle avait été boycottée avec succès à Londres, que les théâtres l'avaient déprogrammée. Et notre argument, c'était, vous ne programmez pas les metteurs en scène français qui travaillent sur l'esclavage et la colonisation dans les théâtres subventionnés, qui viennent donc des impôts de tout le monde, y compris des Noirs et des Arabes et des Asiatiques. Et donc, si on ne peut pas exister dans vos théâtres en abordant ces questions-là, il est hors de question que vous fassiez venir sur notre argent un mec blanc d'Afrique du Sud pour parler des mêmes sujets, quand nous, on nous envoie au Tarmac, qui est la salle des scènes francophones à Paris. Et donc, moi, je ne suis pas nationaliste, mais simplement, ça me pose problème quand on nous renvoie à la francophonie alors qu'on est français. Parce qu'on nous renvoie à la francophonie parce qu'on est noir. De la même façon que quand Ouvrir la Voie est sorti, j'ai dû me battre parce que les journaux essayaient de me mettre dans les cases Afrique. Le Point Afrique, le Monde Afrique, etc. J'ai accepté le Monde Afrique au tout début de la promo du film parce que c'était une femme noire qui me l'a demandé, Kumba Khan, c'est une amie à moi, et je me disais, bon bah, puisqu'elle a un job au Monde, même si c'est Afrique, je vais quand même donner l'interview. Mais après, quand les autres sont arrivés, l'Express Afrique, le Point Afrique, etc., je leur ai dit non, je suis française en fait. Donc j'ai fait un film, il va dans les pages culture. D'abord, j'ai dû dire je veux pas aller dans les pages Afrique. Après, on me mettait dans les pages société. Et donc j'ai dû dire non, je veux pas être dans les pages société, c'est un film. Donc je veux être dans les pages culture et je veux des critiques de cinéma de mon film. Je ne veux pas seulement qu'on en parle comme d'un objet social, c'est un film. Et c'est un film qui a beaucoup d'audace esthétique. On n'en a pas parlé là parce que c'est effectivement les questions sociales qui prennent le pas en général quand on discute sur ce film. Mais en fait, c'est un film d'entretien de 2 heures sans musique, en lumière naturelle, en très gros plan, qui tient avec personne qui s'endort et avec un rythme qu'on a réussi à mettre, donc avec Enrico Bartolucci, qui est le chef opérateur, le monteur de ce film avec moi. Et en fait, ça n'a pas fait l'objet d'une quelconque conversation. Bref, tout ceci, pour en revenir à ce que vous avez demandé au début, je vais quand même vous répondre à votre question. Tout ceci pour dire que, au niveau du recrutement, moi, je n'avais pas beaucoup d'attentes parce que je voulais surtout que les filles acceptent de témoigner à visage découvert. Et après cette histoire sur Twitter, je pensais que personne n'allait accepter de témoigner à visage découvert, donc je n'avais pas vraiment mis de règles en dehors de si tu veux être dedans, t'es dedans. Donc, j'ai commencé à recruter sur les réseaux sociaux, donc sur des pages Facebook, par exemple, musulmans. En fait, mon idée, c'était, je vais aller sur des pages Facebook, sur Twitter, et dans des endroits où je vois des personnes minoritaires qui prennent déjà la parole, même sous pseudo, parce que c'est quand même un espace public. Donc, s'ils prennent la parole publiquement, peut-être qu'elles accepteront de prendre la parole publiquement à visage découvert dans le film. C'était ça mon idée. Donc, par exemple, il y avait la page Facebook de Musulmans progressistes de France, et j'avais vu qu'il y avait un jeune imam qui avait essayé d'ouvrir une mosquée qui était ouverte aux personnes LGBT et tout. Donc, je m'étais dit, peut-être que là, il y aurait moyen de trouver des gens intéressants, etc. Donc, j'ai essayé comme ça, de plein de pages différentes et variées, coexister. Enfin, bon, j'ai écrit à tout le monde. Et puis, j'ai mis des annonces aussi dans certains médias dédiés. Donc, à l'époque, il y avait encore Dolly Stud, qui était un magazine afro-caribéen lesbien. Donc là, je m'étais dit, voilà, je voulais qu'il y ait des femmes noires lesbiennes ou bisexuelles, etc. dans le film. Donc je me disais, bon, je vais aller les chercher là où je pense qu'elles sont. Et puis, ensuite, surtout, ce qui m'a ramené le plus de monde, c'est Twitter. J'avais donc repéré ces comptes d'afroféministes très actives, etc. sur Twitter, et donc je leur ai envoyé une petite ligne en disant je fais un documentaire afroféministe, si ça t'intéresse, écris-moi en DM. Et puis donc là, c'est les messages privés, et donc là je leur demandais leur adresse et je leur envoyais le synopsis du film. Et en fait sur Twitter, je pense que j'ai dû écrire à peu près à 5 personnes.
Et en 2 heures, j'avais déjà 15 mails. Et en une semaine, j'en avais plus d'une soixantaine. Après, j'ai dû dire aux gens d'arrêter de m'écrire. Et donc là, ça m'a vraiment ramené beaucoup de monde. Donc dans le film, il y a finalement 2 filles qui sont mes très bonnes amies de la vie, parce que bon, j'avais aussi testé mon questionnaire avec des amis noirs. Comme je vous ai dit, je suis adoptée, donc je savais qu'il manquait aussi beaucoup de... Enfin, beaucoup. Par exemple, tout ce qui est l'expérience d'une personne noire qui grandit dans une famille noire, c'était pas mon expérience. Donc du coup, il fallait quand même que j'ai ce retour-là par des personnes qui étaient concernées. Donc 2 de mes amies avec qui j'avais travaillé sur le questionnaire, finalement, elles ont accepté d'être dans le film. Ensuite, il y a des artistes. Donc moi, j'ai été comédienne avant tout ça. Donc c'était des artistes que j'avais soit rencontrés en audition, soit avec qui j'avais travaillé, dont j'admirais le travail. Et que je voulais représenter dans le film. Ce que je dis souvent aussi, c'est que moi, je ne savais pas si je ferais un 2e film. Donc dans ce film, il y a un peu tout ce que j'aime bien. Il y a les artistes que j'aime bien, et mes amis. S'il n'y en a pas d'autres, au moins, tout était là pour plus tard. J'aurais au moins fait ça. C'était un peu ça l'idée. Et donc, j'ai aussi été performeuse burlesque. C'est pour ça qu'il y a Loulou, parce qu'à l'époque, on était, je pense, les 2 seules femmes noires à Paris qui faisaient du burlesque. Et puis... il y a 2-3 aussi universitaires et activistes, puisque bah, voilà, moi je viens du monde militant et puis aussi un peu du monde universitaire. Donc là, on arrive à peu près, je dirais, à une dizaine de personnes. Et donc les 14 autres, c'est les personnes des réseaux sociaux. Donc avec les réseaux sociaux et tout ça, j'ai rencontré 45 personnes au total, puisqu'après, la sélection s'est aussi faite sur le fait que c'est un film autoproduit et que j'avais pas d'argent pour me déplacer. Donc en fait, c'était les personnes qui pouvaient venir à Paris pour un pré-entretien que je rencontrais. Donc toutes celles qui m'ont écrit de La Réunion, de la Guadeloupe, ou même de Normandie, ou du sud de la France, si elles pouvaient venir à Paris, ben c'était bien. Si elles pouvaient pas venir à Paris, je pouvais pas les rencontrer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a 3 Belges dans le film, puisque ça, c'est un accident. C'est que le Twitter francophone, ben, je sais pas où sont les gens. Et s'ils peuvent venir faire un entretien à Paris, ben, c'est bien. Et si elles étaient intéressées après l'entretien, ben, puisque j'avais pas de critères, j'en ai rencontré 45. À la fin, il y en avait finalement 24 qui voulaient être dedans. Donc moi, j'avais tablé sur 10 en 6 mois. Et finalement, j'avais trouvé 24 en genre 1 mois et demi. Mais bah, j'allais plus dire non, en fait. Une fois qu'elle m'avait dit oui, je devais prendre tout le monde. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui sont que 30 secondes dans le film, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être 3 minutes. Mais l'idée, c'était qu'à partir du moment où elle m'avait dit oui, je mettrais tout le monde dans le film. Question toute simple. Durée des interviews de ces 25 personnes? Entre 2h30 et 4h45 pour la plus bavarde. Eh bien, ça se sent, hein, c'est profond. Bon, moi, je m'étais posé la question, mais vous avez en partie répondu. Donc, les prises de vue en gros plan, c'est volontaire, c'est pour montrer votre intimité avec la personne, c'est ça? En gros, quoi. Enfin, oui, alors, il y a plusieurs... Pardon, est-ce que vous avez terminé? Non, mais parce que, justement, c'est tout en gros plan. Et très honnêtement, je trouve que c'est un petit peu lourd. Et quand, enfin, il y a une petite vue d'extérieur, il y en a très peu, mais quand même, moi, ça m'a permis de respirer, parce que je trouvais ça un peu oppressant, franchement. Si, je sais. Et du coup, alors ça, c'est très intéressant. Parce que nous, on a fait 3 projections tests avant de décider que le montage était définitif du film. Donc, le choix initial de faire des très gros plans, il vient de plusieurs raisons. Le film d'entretien, hein, ce qu'on a vu là, ce que vous avez vu pendant 2 heures, c'est un genre qui est assez peu, on va dire, prisé dans le monde du documentaire, parce que c'est un genre qui est très télévisuel. Hein. Donc quand on veut faire un film de cinéma en documentaire, généralement on choisit pas un film d'entretien, parce que c'est plutôt mal vu. Enfin, c'est pas mal vu, mais en général, on va vous dire, il n'y a pas de cinéma dans un film d'entretien, on peut pas mettre de cinéma dans un film d'entretien. Donc à partir du moment où moi je voulais faire un film centré sur la parole, c'est sûr qu'on allait choisir une forme qui allait avec le film centré sur la parole et qu'on allait faire un film d'entretien. Donc l'enjeu, c'était comment est-ce qu'on va rendre un film d'entretien cinématiquement intéressant. Et là, du coup, la question, c'est celle du cadre. Et donc là, effectivement, Enrico, qui est aussi photographe à la base et donc qui a un très grand sens du cadre, il y avait toute cette question de comment est-ce qu'on va faire pour rendre ce film intéressant visuellement. Et donc, le gros plan, il a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est que c'est pas seulement des filles filmées en gros plan, c'est que c'est des films qui sont filmés avec une caméra qui n'est pas sur pied. C'est une caméra qui est sur l'épaule. Hein, il y avait un système de balancier qu'Enrico a créé. Donc, Enrico a dû faire 2/3 des enregistrements et Coralie Chalon, qui est une amie à moi, qui est caméra woman, a fait le tiers restant. L'idée de la caméra sur les épaules, c'est de créer un mouvement organique. En télé, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, mais dans les choses qui sont dites qu'il faut faire ou pas faire.
Alors, dans les choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas justement cadrer très, très serré. Ça, il ne faut pas faire, c'est mal. Il ne faut pas prendre le risque de couper le menton ou le front. Et en fait, il n'y a pas de, je sais pas moi, il n'y a pas de Bible du cinéma. Donc, en fait, qui a dit qu'il ne fallait pas cadrer très serré? Bon, déjà, non. Donc, l'idée, c'était déjà, on va faire ce qu'on veut et cadrer comme on veut. Mais en plus, il y a cette idée de comment est-ce qu'on crée du mouvement sans faire ce qu'ils font à la télé, c'est-à-dire les zooms. On zoom in, on zoom out, ou on balaye la caméra de droite à gauche, hein, on fait les pannes, ou alors on fait des plans de coupe. Quelqu'un parle et puis d'un coup, tac, on le voit on voit la personne en train de cuisiner, on voit la personne en train de marcher dans la rue, etc. Parce qu'en fait, en télé, on vous dit, si le public n'a pas un stimulus toutes les 25 secondes, ils vont zapper. Mais l'intérêt du cinéma, c'est que vous avez une salle captive. Bon, les gens peuvent se lever. Mais techniquement, une fois qu'ils sont dans le noir dans la salle, ils sont obligés de suivre votre proposition artistique. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de balayer votre caméra comme ça dans tous les sens, etc. L'autre raison pour laquelle on ne voulait pas balayer la caméra dans tous les sens, c'est que s'ils font ça en télé, ben c'est souvent parce que ce qui est dit est complètement inintéressant. Mais en fait, si la personne qui parle, elle dit quelque chose d'intéressant, le public, il n'a pas besoin d'un autre stimulus que celui qui est déjà en train d'arriver dans son cerveau parce qu'il est en train d'entendre. Donc on n'a pas besoin de lui faire des trucs à l'image qui vont l'exciter. Au contraire, on veut justement que les gens écoutent. Et donc le principe de ce film, c'est que quand les filles parlent, on les écoute. Et donc il ne se passe rien d'autre en fait. Et donc c'est sûr que, et après, d'un point de vue de femme noire, la raison pour laquelle je voulais qu'on soit très près des filles, c'est que moi, quand j'étais comédienne, on me disait on vous donne pas on peut pas employer les noirs parce que c'est difficile de vous éclairer. Les noirs, vous prenez mal la lumière, vous rendez les tournages plus compliqués, etc. Ça rend la vie du chef-op plus compliquée. C'est complètement faux. Si on a appris, alors historiquement, c'était vrai. Pourquoi ? Parce que l'échelle Kodachrome, hein, quand Kodak et Kodachrome ont créé leurs pellicules, bah, ils les avaient d'abord initialement créées pour que ça fonctionne bien avec les blancs. Donc en fait, bah, du coup, toute l'échelle et toute la balance des blancs, tout était réglé pour que les images fonctionnent bien avec des personnes blanches. Et dès qu'on mettait des noirs, en tout cas des asiatiques, peu importe, bah là ça marchait plus. Et effectivement, ça rendait mal à l'image, mais pas parce qu'on reflète mal la lumière, mais parce qu'en fait, initialement, les machines n'avaient pas été réglées pour nous. Et alors encore une fois, hein, c'est très intéressant. La raison qui a poussé Kodak à changer ses pellicules, c'est pas les êtres humains. C'est parce qu'un marchand de meubles qui avait des meubles qui étaient en bois, donc assez foncés, s'est plaint que ces meubles ressortaient vraiment mal avec les pellicules et la façon dont ils étaient photographiés. Et donc là, la façon dont le traitement de l'image de la pellicule a évolué pour qu'on représente bien les personnes. Enfin, en tout cas, du coup, ça a bénéficié aux personnes noires. Mais là, on est très loin de l'époque de la pellicule. Là, maintenant, on est à l'ère numérique. Donc, ça n'a même plus aucun sujet, cette question de les noirs prennent mal la lumière. Sauf qu'on n'arrêtait pas de me répéter ça. Donc là aussi, l'idée, c'était, on veut faire un film où les filles sont belles. Et pas belles au sens pub, mais au sens de comment est-ce qu'on leur donne de la prestance, comment est-ce qu'on leur donne une beauté à l'écran, à l'image. Bah déjà, on va faire un film en lumière naturelle. Comme ça, cette question de on peut éclairer les noirs, pas éclairer les noirs, c'est terminé. Si nous, on est capable de rendre des femmes noires belles à l'écran sans lumière artificielle, ça veut dire que soit les chefs-op sont incompétents et feignants, parce que c'est pas grave de pas savoir éclairer des noirs, mais dans ce cas-là, il faut se former. Soit, en fait, effectivement, peut-être les noirs prennent mal la lumière. Après ce film, moi, je veux plus jamais entendre cet argument, en fait. C'est fini. Il n'y a pas d'histoire de les noirs prennent mal la lumière. Soit tu apprends à éclairer des noirs, soit effectivement, bah, tu travailleras pas avec moi, par exemple, par la suite. Donc, autre chose, on va vraiment se focaliser sur une image et être très proche des filles. Et donc, on a ce mouvement de caméra. Et donc, en fait, on s'ennuie pas parce que ça bouge et on bouge avec elle quand elle parle. Et donc moi, par exemple, en tant que femme noire, et ça c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, parce que c'est ce qui est ressorti dans les projections tests. Le retour des femmes noires, c'était « j'ai adoré être aussi proche des femmes, c'était génial de les avoir en gros plan, je me sentais encadrée dans l'image, etc. Je me sentais comme embrassée par des personnes qui me ressemblent, etc. » Et le retour de beaucoup de mes amis, hein, les projections tests, là c'est avec nos amis, donc c'est la famille, etc. Beaucoup de notre entourage blanc ont dit « ouh, les premières minutes, c'était un peu intense. Hein. Là, ces grosses têtes de femmes noires comme ça dans notre face, c'était un peu... Mais après, bon, je me suis habituée. » Et donc, moi, je vous avoue qu'en fait, avant les projections tests, j'avais pas du tout pensé que ça pouvait être un truc. Je l'ai appris quand mes amis blancs m'ont dit « voilà, c'était beaucoup. » Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Donc, je comprends aussi que vous ayez été surprise parce que je sais... Enfin, vous n'êtes pas la première à le dire. Donc, je sais que ça fait cet effet-là. Et... Vous utilisez souvent légèrement la contre-plongée aussi. Exactement, parce que ça donne de la prestance. Ouais, quand on veut donner l'image de quelqu'un
C'est des techniques très simples au cinéma, par exemple, quand vous avez une dispute à l'écran ou quoi que ce soit, en fait, une façon de montrer qui est-ce qu'il y a le dessus, en fait, c'est de les filmer en contre-plongée. Et à l'inverse, si on veut montrer quelqu'un et le faire un peu faible, un peu, etc., on le filme du haut. Donc, tout a été fait dans ce film pour que les filles aient de la prestance, quoi. Elles sont là et on les suit, etc. Et après, il y a effectivement la question des respirations. On ne peut pas avoir cette parole ininterrompue sans respiration. Donc les cartons sont de la respiration, les chapitres, et c'est pour ça qu'on l'a changé. Ça, c'est quelque chose qu'on a piqué dans la série The Wire. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série américaine. Et en fait, dans The Wire, il y a ça. Chaque épisode commence par une citation de quelque chose qui va être dit dans l'épisode. Donc ça crée un petit suspense. Et puis les cartons blancs ont aussi cette fonction de vous réveiller un peu. Vous êtes là, il fait chaud et tout, puis d'un coup, bim, il y a une grosse image blanche à l'écran. Donc on est sûr que les personnes, régulièrement, toutes les 10 minutes à peu près, elles ont un petit... On fait quand même le truc du stimulus de la télé, mais différemment. Et puis il y a les respirations artistiques, qui sont, alors certes, déjà pour couper la parole, et puis qui sont aussi parce que moi, à titre personnel, un film, ça parle toujours de la personne qui l'a fait. L'art, ça a été l'endroit qui m'a permis de m'échapper. Il y a un livre qui s'appelle La passion d'être un autre. C'est sur les danseurs, mais ça marche pour les comédiens aussi, que moi j'avais beaucoup aimé. C'est Legendre, son nom de famille, je ne sais plus ce que c'est son prénom. Et pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, l'art, c'est l'endroit où on peut être un autre. Et c'est pour ça que je disais que je suis pas opposée à la poésie. Au contraire, je comprends très bien cette idée que dans l'art, dans la création, dans l'écriture, dans la performance, c'est les seuls endroits, même, je dirais, quand on est minoritaire, où on peut s'évader, où on peut devenir quelqu'un d'autre. Et donc, c'était évident que pour moi, ça allait faire partie du film, parce que c'est là où moi j'ai trouvé ma liberté. Alors par contre, c'est vrai que moi je tiens le fil, mais je le dis pour information, ça fait 1 heure qu'on discute, et après là c'est le moment où je vais fatiguer, donc je pense encore 1 ou 2 questions et puis c'est terminé, parce que je peux pas faire ça pendant plus d'1 heure, 1h10. Alors j'aimerais savoir si le succès de ce film va te permettre de financièrement bien repartir pour le prochain. Alors, oui, de toute façon c'est sûr. Déjà, ne serait-ce que le fait que le prochain soit déjà en route, c'est complètement lié à ouvrir la voie. Et effectivement, là, on a déjà réuni les fonds nécessaires pour faire le prochain. Et en fait, là, je commence vraiment... Enfin, ça fait 1 an que je travaille sur le prochain déjà. Mais disons que la date officielle de début de tournage est pour début avril, là. Donc oui, ça a été très vite. On a réuni les fonds pour faire le film en 9 mois. Donc ça a été très vite. Mais après, institutionnellement, se pose toujours la question du rapport à la France. Et donc, le premier argent qu'on a eu, c'est l'argent de la SODEC au Québec, qui est l'équivalent du CNC français au Québec. Le deuxième argent qu'on a eu, c'est Téléfilm Canada. Ensuite, on a eu une région en France, on a eu une chaîne en France. Et en fait, l'institution qui ne donne toujours pas d'argent à mon prochain film, c'est le Centre national de la cinématographie. Donc, on verra si on a l'avance après réalisation, ou si on a Image de la diversité. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on n'aura pas d'aide. Peut-être l'avance après réalisation. Mais la question se pose Enfin, bon, elle se pose pas. Moi, j'ai déjà choisi de partir. Mais l'enjeu, c'est la possibilité d'avoir une carrière et de ne pas attendre 30 ans pour avoir une carrière. Moi, là, je fais un 2e documentaire parce que bon, c'est sur un sujet qui me tient à cœur. Je voulais faire un film sur l'adoption depuis longtemps. Mais ça, depuis le début, moi, je veux faire de la fiction. Moi, j'ai commencé par écrire de la fiction. Je me suis retrouvée à faire un documentaire parce que je voulais faire quelque chose. Et donc, j'avais les moyens de faire un documentaire. Donc, j'ai fait un documentaire. C'est déjà le cas pour les femmes blanches, c'est-à-dire que les femmes ont généralement des budgets de films beaucoup plus bas, que la France est le champion mondial du premier film, en fait de la parité par rapport au premier long métrage de fiction. Par contre, à partir du 2e film, les femmes commencent à disparaître. Et donc du coup, voilà, quand on multiplie ça par une femme noire, la seule femme noire de l'histoire qui a gagné un César pour le meilleur film, c'est Eusanne Palsy. C'était en 88, je suis née en 84, c'était un petit moment. Il a fallu attendre 2008 pour que 2 femmes noires co-reçoivent le César du meilleur court-métrage. Et c'est ce que je disais, nous, quand on nous donne un César, on peut même pas nous en donner un entier, quoi. Il faut qu'il soit co-reçu. Donc, c'était Alice Diop et Maïmouna Doucouré, au passage, pour Vers la tendresse, je pense, pour d'Alice, et Maman de Maïmouna Doucouré, qui est aussi un très beau film. Et moi, j'adore le cinéma d'Alice Diop. Mais c'est ça qui est assez... voilà, on va dire qui est assez inquiétant, c'est-à-dire la vitesse du changement institutionnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les femmes noires qui font des films aujourd'hui ? Là, je sais que, en fait, comme Maïmouna en fait, avait gagné Sundance
avec maman. Là, elle vient de terminer le tournage de son premier long métrage. Et donc ça fait vraiment plaisir parce que Maïmouna, je pense, a moins de 40 ans. Et donc là, c'est quand même un espèce d'événement là, pour les femmes noires en France, qu'une femme noire de moins de 40 ans va sortir d'ici 1 an ou 2 un long métrage de fiction en salle. Donc voilà, mais moi je pense que ouais, je vais partir pour avoir une chance de... Moi aussi j'aimerais faire mon premier long métrage avant 40 ans. Là j'aurai 35 en octobre, donc là faut y aller quoi. Là, faut trouver un moyen. Voilà. Alors moi c'est pas une question, c'est plus pour vous remercier comme la dame qui est par là-bas. Par rapport, quand elle disait on a ce racisme en nous, moi je suis orthophoniste, je reçois des patients de couleur, noirs, asiatiques et tout, et en fait je demande vous venez d'où? Et en fait ma question derrière c'est est-ce que vous parlez deux langues? Parce que moi du coup il faut que je sache s'il y a du bilinguisme et tout pour ma rééducation, et je me rendais pas compte, enfin si, je me rendais bien compte qu'il y avait un blanc après cette question. Ah, pardon. Et, donc voilà, et du coup, voilà, je me dis que bon, les mots sont bien sûr très importants, mais voilà, il faut que je change mes questions, que je sois plus précise. Et en fait, je m'en fiche un petit peu d'où ils viennent. Voilà, ma question du fond, c'est qu'est-ce qui se passe, comment ils se parlent dans leur famille. Donc voilà. Et sinon, je voulais juste dire, oui, par rapport aux statistiques ethniques, ben oui, c'est très important, je pense aussi, parce que, comme vous disiez, en France, on parle d'idées. Et moi, je le vois dans mes cercles d'amis ou dans ma famille. Des fois, on a des débats et en fait, on a 0 chiffre, on n'a rien. Et donc, il y en a un qui va dire non, mais c'est pas facile pour les Noirs. Et l'autre, il dit mais non, mais t'exagères. Et voilà, on sait pas. Et donc, ça n'avance pas. Voilà. Et après, c'est fini. Bonjour. Bonjour. Alors merci. Je veux d'abord dire un sentiment que j'ai eu, notamment en voyage. C'est que parfois j'ai honte d'être un bon Français, entre guillemets. Quand je vois des comportements, voilà, j'ai notamment voyagé à Madagascar, au Togo, et j'ai vu des comportements de Français où j'avais honte d'être Français. Donc ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième, il y avait une chose qui était intéressante, qui a été dite, c'est en fin de compte, on dit à ces femmes, ne vous comportez pas comme ça. Alors c'est un peu compliqué, ne vous comportez pas comme ça, parce que vous n'allez pas correspondre à l'image qu'on attend de vous, mais est-ce que c'est pas justement empêcher l'évolution ? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas rester dans le cercle, voilà, entretenir le cercle où, enfin, je sais pas si j'arrive pas à être clair. Rester en fin de compte dans les différences, parce que si on montre réellement ce qu'on est, ça va déranger. Donc on le fait pas parce que ouais. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je suis pas sûre que j'ai compris la question. Non, c'est pas une question, c'est on dit à ces femmes, ne vous comportez pas comme ça parce que vis-à-vis des Blancs, ça va pas passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir du moment où on leur dit ça, eh ben, il n'y a pas d'évolution possible, puisqu'on continue à se comporter comme il faudrait se comporter parce que les Blancs vont... Oui, alors, je pense que là, vous faites référence, par exemple, aux familles qui diraient à leurs enfants, faites attention, etc., vous êtes dans un monde de Blancs. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses avec ça, parce que moi, j'appelle ça, on va dire... alors, je vous donne un exemple, par exemple, par rapport à l'adoption. Aux États-Unis, dans les années 70, l'Association des travailleurs sociaux noirs se sont prononcés contre l'adoption transraciale, donc l'adoption d'enfants noirs dans des familles blanches, en disant que ça constituait un génocide culturel, etc., mais surtout que les familles blanches n'étaient pas compétentes pour aider leurs enfants à faire face au racisme structurel, puisque ces familles blanches n'avaient même pas conscience de ce qui se passait exactement aux États-Unis, et qu'ils n'allaient pas pouvoir donner un ensemble de compétences raciales à leurs enfants. Et en fait, quand les familles noires disent à leurs enfants « faites attention à l'école, comportez
comportez-vous bien, on vous attend au tournant, vous devez en faire 2 fois plus, ils sont en train de leur donner des compétences raciales. Ils ne peuvent pas les élever en leur disant « vous êtes dans un pays de racisme ». Alors ça dépend, il y en a peut-être qui grandissent dans des familles super militantes en disant « vous êtes dans un pays de racisme, faites attention à vous », etc. Mais en leur donnant toutes ces règles de conduite, ou en tout cas en les prévenant comme ça de ce à quoi ils doivent s'attendre, ils sont en train de leur dire subtilement « tu es noir ». Dans une société blanche, il va t'arriver un certain nombre de choses, tu dois être prêt, donc tu dois en faire 2 fois plus, tu dois faire attention, etc., etc. Et donc, du point de vue des parents noirs qui font ça, il ne s'agit pas, en fait, pour eux, de faire avancer la société française. Il s'agit de protéger leurs enfants. Et donc, du coup, c'est là qu'il y a un souci, en fait. C'est qu'on ne peut pas, et on en revient un peu à ce que je disais au départ, c'est que la charge du changement social ne peut pas toujours être sur les minoritaires ou les dominés. Il faut trouver un moyen pour que, moi ce que je dis souvent, si vous êtes blanc et que vous avez compris qu'il y a un problème, c'est à vous de faire le travail d'éducation. Parce que nous, ça nous coûte trop. Vous voyez, c'est quelque chose où on doit déjà se prendre les insultes ou les réflexions, etc. Et en plus, on doit faire la pédagogie, mais en plus, on doit faire la pédagogie dans le calme parce qu'on va être en face d'une personne qui va se sentir attaquée et qui, du coup, va se mettre à dire n'importe quoi, va être hyper agressive, etc., etc. C'est extrêmement coûteux. Hein, c'est un double travail. Ça veut dire prendre l'insulte, pas s'énerver, faire la pédagogie et pas s'énerver quand la personne en face n'est même pas capable de se remettre en question et a juste envie de dire « ouais, non, je suis une bonne personne, pourquoi vous m'avez dit ça ?» etc. Vous voyez, c'est très coûteux. Quand une personne blanche le fait, et ça marche avec le sexisme, hein, vous êtes une femme, vous dites un truc à un homme, il s'énerve, c'est pas ça, c'est pas vrai. Un mec arrive, il dit la même chose, et là le gars dit « ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est intéressant ». Vous, le coût que c'est de vous être énervé pour que le mec en face écoute même pas ce que vous dites, quand en fait il y a un gars qui peut arriver et faire le taf, eh ben en fait c'est au mec qui a compris qu'il y a un problème d'inégalité entre les hommes et les femmes de faire le boulot avec ses copains. Hein, c'est pareil, moi j'en fous que les mecs ils disent qu'ils sont féministes. Moi je veux que les hommes ils soient anti-machistes et qu'ils éduquent les autres hommes. Vous avez compris, eh ben apprenez à vos copains à faire le ménage et à cuisiner et à faire le truc, c'est ça qu'il faut faire. Et donc du coup pour moi c'est ça l'enjeu, c'est que on peut pas demander aux personnes, encore une fois, qui subissent des discriminations, de faire la pédagogie parce que c'est trop coûteux. Et on le fait déjà. Et on le fait tout le temps parce qu'aussi, on doit choisir nos combats. Je veux dire, on ne peut pas passer nos journées à s'embrouiller avec tout le monde ou à faire de la pédagogie tout le temps. Donc il y a déjà un certain nombre d'agressions ou de micro-agressions qu'on va prendre en les laissant couler, en se disant « non, là, il est 8 h du matin ». Et j'ai pas envie de faire une leçon sur pourquoi il faut pas toucher mes cheveux. Vous voyez, il y a des fois, moi je veux dire, cet après-midi on m'a demandé qu'est-ce que vous faites quand on vous touche les cheveux, etc. J'ai dit que je réagissais, mais alors maintenant, non, toucher les cheveux je réagis, c'est pas. Mais il y a d'autres choses, par exemple, où je laisse couler. Là, il y a des moments où je me dis, non, là, j'ai pas la foi, là, je vais pas me lancer dans un truc et tout, et je vais laisser couler. Même, moi, je viens de la campagne, donc il ne s'agit pas de stigmatiser les gens de la campagne, mais on va pas se mentir, moi, j'ai grandi dans des villages qui votaient Front National à Donf, etc. Quand je vais voir ma mère en Haute-Loire, bon, des fois... je dois quand même, je suis désolée pour les gens de la Haute-Loire qui sont dans cette salle, si vous êtes de la Haute-Loire, ce n'est pas contre vous spécifiquement, s'il vous plaît, ne levez pas la main après pour me dire « mais non, moi je suis pas raciste et tout », c'est pas ça que j'ai dit. Mais quand je vais là-bas, alors je vous raconte une anecdote. Une fois, donc mes parents s'installent dans ce hameau et tout, et puis je vais les voir, je sais pas, 2 mois après, je vais faire mon jogging, je reviens de mon jogging et je croise un voisin, et le voisin était trop sympa. Il me dit « ah bonjour, c'est vous Amandine, c'est vous qui êtes à Paris et tout ». Et là je rentre, et là ma mère sort de la maison, et on parle avec le voisin et tout, puis on retourne à la maison, je dis « mais il est trop sympa le voisin et tout ». Elle me dit « oh attends 5 minutes, je vais te raconter un truc ». Donc là, on rentre dans la maison toutes les deux, et elle me dit « ouais, en fait, quand on s'est installé avec papa, les voisins sont venus, et puis là, ils nous ont dit « ah bah, on est soulagés que ce soit vous, hein, parce qu'on a des amis, c'est des blacks qui se sont installés à côté, et ben, en fait, ça fait baisser le prix des maisons. » Et là, ma mère, elle dit « alors moi, je lui ai dit « eh ben, nos enfants sont noirs, alors j'espère que vous n'aurez pas peur quand ils viendront nous rendre visite. » Et puis... Et donc, du coup, je veux dire, ce brave monsieur, quand même, s'étant rendu compte qu'il avait fait une connerie, et elle était super sympa avec moi, du coup, quand on s'est vu. Mais je veux dire, mon expérience, c'est ça, en fait. Et du coup, c'est clair que, là, par exemple, ma mère, elle me l'a même pas dit, parce qu'elle sait que ça m'énerve. Bon, après, elle sait que j'ai des préjugés contre les gens de la campagne. Donc, du coup, elle ne veut pas en rajouter dans mes préjugés contre les gens de la campagne. Et donc, du coup, il y a vraiment toute cette relation-là. Mais en fait, moi, j'apprécie qu'elle me dise pas ce qu'il a dit, le voisin. J'ai pas besoin de savoir qu'ils ont un nouveau voisin qui, en fait,
un mec raciste, etc. Elle l'a recadré, et du coup, quand moi, j'ai dû interagir avec ce monsieur, ben, moi, j'ai pas eu à prendre ce truc-là. Puis après, elle me l'a raconté, puis comme c'était passé, on a rigolé. Vous voyez? Donc ça, c'est une façon dont on peut gérer ces questions-là, en fait. Si, encore une fois, vous avez compris ce qui se passe, c'est à vous de prendre ça sur vous, et pas penser... Aussi parce que je vous dis, par exemple, dans l'éducation, le premier réflexe des parents, c'est de protéger leurs enfants. Et donc peut-être qu'effectivement, à long terme, ça vaudrait le coup de dire à chaque fois... Mais je suis même pas sûre, hein, parce que c'est ce que je vous dis aussi, c'est la question de la réaction de défense. Que parfois, quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais pensé, vous avez juste la réaction de défense, et donc, que vous lui ayez dit ou pas, ça n'a aucun effet. Aucun effet. Et sauf parce que ça a en plus l'effet de vous décourager, parce que vous dites, j'ai pris sur moi, j'ai pris de mon temps pour expliquer quelque chose, et la personne ne m'a pas écouté, elle m'a juste renvoyé son ego blessé, et en fait, moi, je m'en fous de son ego blessé, parce que le mien est blessé aussi, je vois pas pourquoi son ego blessé serait plus intéressant que le mien, et là, on rentre dans une espèce de spirale infernale. Bon. Merci beaucoup. Merci Amandine.